Bonjour à tous, bienvenue au Téléjournal Exemplaire. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurence. Alors dans l'actualité aujourd'hui, le projet de loi 3 adopté à l'Assemblée nationale. Jean Béliveau aura droit à des funérailles nationales. Philippe Couillard ne croit pas que le projet de port pétrolier à Cacouna pourra se réaliser. Et 83 manifestants arrêtés à New York. Le projet de loi 3 a été adopté à l'Assemblée nationale aujourd'hui avec 85 voix contre 28. La loi qui vise les municipalités québécoises prévoit le partage des coûts et des déficits passés des régimes de retraite entre l'employeur et les cotisants. L'adoption de la loi a bien sûr été très mal reçue par le monde syndical et particulièrement par la Coalition pour la libre négociation dont les manifestations s'étaient intensifiées dans les derniers jours. Le célèbre numéro 4 du Canadien de Montréal, Jean Béliveau, aura droit à des funérailles nationales. Dans un communiqué de presse, l'organisation du Tricolore a annoncé que les citoyens pourront rendre un dernier hommage à ce légendaire capitaine le dimanche 7 décembre et le lundi 8 décembre entre 10h et 18h en se présentant à l'entrée du Centre Bell. La direction de l'équipe tient à souligner que conformément aux volontés de la famille, toutes les activités seront à l'image du célèbre disparu, c'est-à-dire simples et accessibles au public. Le premier ministre, Philippe Couillard, a prédit la fin du projet de construction d'un terminal pétrolier à Cacouna. Selon lui, la nouvelle classification des belugas dans la catégorie des espèces en voie de disparition vient mettre un sérieux bémol au projet de TransCanada. C'est la première fois que le premier ministre marque une opposition au projet de l'éoduc Énergie-Est. Au final, c'est le promoteur TransCanada qui aura le dernier mot sur l'avenir du port pétrolier. 83 personnes ont été arrêtées la nuit dernière à New York lors de manifestations qui ont suivi la décision de ne pas inculper un policier blanc impliqué dans la mort d'Eric Garner, père de famille noire de Staten Island. La nouvelle a rapidement soulevé le mécontentement avec comme trame de fond les événements récents de Ferguson. Rappelons que M. Garner, soupçonné de vente illégale de cigarettes, est mort en juillet dernier après avoir subi une compression au niveau du cou alors qu'il était maintenu par terre par les policiers. Les commerçants hôteliers et restaurateurs de la Ville de Québec sont tous menacés par le même phénomène, la diminution du nombre de visiteurs durant la basse saison. Notre reporter Christian Tchoueka est allé à leur rencontre. En ce moment, la période estivale étant finie, on assiste à une chute logique de visiteurs sur le plan touristique, ce qui entraîne des difficultés financières pour les petits commerces et restaurateurs de la Ville de Québec. Ils doivent faire face à la basse saison qui est la période de début septembre jusqu'à début de l'hiver, c'est-à-dire entre la haute saison et la hors saison. Pour cela, Marie Fortier de la famille de restaurateurs Saint-Amour témoigne. On a vu des changements au niveau des chiffres d'affaires, mais rien d'énorme parce qu'on a la chance d'avoir une clientèle qui est régulière puis qui revient à chaque semaine. Contrairement à certains commerces qui sont plus basés sur le touriste, qui eux, ayant moins de tourisme, ont été affectés par ça, là. On s'est rendu au magasin Trois Tours sur la rue Saint-Jean, le cœur touristique de la ville, pour rencontrer son propriétaire, Amadeo, qui nous raconte sa perception et comment il fait face à la basse saison. La partie la plus ancienne du Québec, il y a beaucoup de tourisme. Et après l'hiver, ça change complètement. L'hiver, il n'y a presque pas de tourisme. Nous, ici, on travaille avec le tourisme local, le tourisme national, le tourisme international. Les hivers sont très longs. À partir du mois de novembre, ça descend énormément. De plus, pour avoir une approche experte, on a contacté Mélina, une étudiante en tourisme à l'Université Laval et volontaire à l'agence de voyage étudiant, pour nous partager sa vision du sujet. Évidemment, les restaurateurs, les propriétaires, administrateurs des hôtels, auberges aussi. Je dirais que ça touche beaucoup plus les petits commerçants aussi, ceux qui commencent des petites boutiques d'artisanat, par exemple, et tout ça, qui n'ont pas encore eu le temps de faire vraiment. La basse saison a donc commencé, et voilà comment la situation doit s'affronter. À Québec, Christian Tchoueka. Je retourne ma connexion au studio. Et vous, Laurence, vous êtes allé du côté de l'île d'Orléans pour constater de quelle manière les affaires sont affectées? En effet, j'ai rencontré des producteurs sur place pour en savoir plus sur leur réalité pendant l'hiver. La plupart des producteurs ferment leurs portes au public, jugeant l'achalandage insuffisant, mais certains restent ouverts toute l'année. Comme un matin, j'ai eu 3-4 clients, là, mais c'est sûr que ça ne peut pas être une grosse achalandage. C'est tranquille, ça fonctionne toujours avec la température. Ça commence à redémarrer, je vous dirais, plus au mois de mars, avril, avec les sucres. La décision de garder ou non ses portes ouvertes durant l'hiver se prend en fonction du modèle d'affaires et de la taille de l'entreprise.
Les activités des producteurs n'étant plus tournées vers la culture à proprement parler, ni vers l'accueil des visiteurs, en quoi consiste-t-elle alors? Alors, moi, tout l'été, ce que j'ai fait, j'ai congelé mes fruits. Puis l'hiver, je refais la transformation. Fait que là, je fais comme là présentement de la confiture de poire. Après ça, je vais faire les confitures, les gelées avec les bleuets, les fraises, les framboises, etc. Les producteurs développent d'autres façons d'être rentables lorsque les activités ralentissent. Les commerces qui sont ouverts à l'année, il y en a quelques-uns qui sont aussi au marché du Vieux-Port à Québec, donc ils ont un double volet qui peuvent leur aider. L'exportation des produits fins est également une manière de diversifier les sources de revenus pour les producteurs. Les mordus des produits du terroir peuvent donc s'approvisionner à l'île d'Orléans même par temps froid, mais il faut qu'ils sachent où aller car l'offre est considérablement réduite durant la saison hivernale. Ici Laurence Ménard pour l'Exemplaire. La précarité d'emploi des musiciens et interprètes diplômés à Québec est un problème récurrent pour la communauté artistique. Notre reporter Pierre-Luc Lepage s'est intéressé à la situation. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Laurence. En effet, je suis allé à la rencontre de différents acteurs du milieu musical de Québec afin de mieux cerner le contexte actuel. On regarde. Le clarinettiste Stéphane Fontaine gagne sa vie de la musique depuis une dizaine d'années. En plus de sa charge d'enseignement à l'Université Laval, le musicien professionnel occupe le poste de clarinette solo pour l'Orchestre symphonique de Québec. Je me lève le matin, je me dis, je gagne ma vie. J'aime pas cette expression-là, mais je gagne ma vie avec mon art. Tu sais, je l'apprécie énormément. C'est sûr que y en a qui ont moins étudié dans d'autres domaines puis qui gagnent pas mal plus d'argent. Ça fait toujours un petit pincement au cœur. En même temps, est-ce qu'ils sont plus heureux? Tu sais, je me pose toujours cette question-là quand même. Tu sais. Il n'y a pas que les salaires peu élevés qui compliquent la vie des aspirants musiciens. Bruno Pierre Gagnon, jeune diplômé du double baccalauréat en enseignement et en interprétation de la musique, arrive lui aussi à tirer son épingle du jeu. En plus de travailler à temps partiel à la SAQ, le jeune musicien s'est assuré un plan B dès le début de ses études. C'est sûr que si j'avais seulement pris interprétation, je trouverais ça, oui, très difficile parce que les contrats sont sporadiques de 1 et il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, si je peux dire, donc les places sont très restreintes. Donc, dans l'enseignement, au moins, on peut gagner notre vie plus aisément qu'en étant un musicien professionnel. Le vice-président de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, Jacques Bourget, a son idée sur ce qui fait le succès d'un interprète. Le fait d'être musicien est une chose et le fait de travailler est une autre. Donc, ce qui est très important pour un musicien, c'est de développer un certain sens d'affaires. Selon M. Bourget, le musicien se doit d'être persévérant pour réussir. Il y a de l'opportunité, il faut créer, il faut être capable d'arriver avec des idées de concerts, des idées de spectacles, la musique d'animation. Il faut créer son opportunité. Et puis, si tu fais rien, ben il ne se passera rien non plus. Ça, c'est le même dans tous les métiers. Hein? Pour arriver à gagner leur vie de la musique, les musiciens devront user d'originalité pour épater le public. Pierre-Luc Lepage pour l'Exemplaire. Le temps des fêtes est à nos portes et avec lui la traditionnelle guignolée. Celle des étudiants de l'Université Laval a commencé ce matin de bonne heure. Au pavillon Lemieux s'est installé le quartier général des bénévoles. Christian Choueka est sur place en ce moment. Bonjour Christian. Bonjour Laurence. Les étudiants ont-ils bien répondu à l'appel de la guignolée cette année? Oui, c'est ça. En effet, ils ont, après quelques heures de guignolée ce matin, qu'ils ont ouvert le quartier général au pavillon Lemieux. C'est vrai qu'il y a une grande attente de bénévoles et déjà une vingtaine de bénévoles se sont présentés en quelques heures. Et la récolte, elle est assez importante quand même pour l'instant. Quelle est la particularité de la guignolée sur le campus? La guignolée, elle est faite des étudiants pour les étudiants. Donc c'est quelque chose qui sert à collecter de l'argent pour les tables de pain qu'ils appellent. Elle permet de pallier les précarités financières de certains étudiants qui ne peuvent pas se permettre à manger. Peut-on déjà prévoir le résultat final? Est-ce qu'on peut déjà parler d'un succès? Oui, on pourrait dire que c'est un vrai succès parce que les bénévoles qui sont à la table du pain ici à Lemieux, ils parlent de beaucoup de billets de 20$ ou 5$ qui sont introduits dans les tirelires parmi tous les volontaires de chaque pavillon. Donc je pense que la collecte elle va être assez importante cette année. Merci Christian. Merci à toi.
Pendant 15 jours, les habitants de Beauport ont pu participer au festival L'Éveillé à travers des spectacles de danse et de théâtre. 2 compagnies de danse contemporaine se sont regroupées pour faire connaître aux citoyens des projets culturels. Marie Wagner a suivi L'Éveillé pour montrer l'échange mutuel des participants. L'art, la culture et la société d'un quartier particulier, ce sont les éléments que le projet L'Éveillé de la compagnie de danse française Hendrik van der Zee veut mettre en relation. Cette fois, il prend forme à Beauport avec la coopération d'une compagnie de danse québécoise, le Code Universel. Geneviève Duhang est interprète de danse de la compagnie québécoise. Pour elle, l'échange avec les gens influence sa propre performance artistique. Donc, d'être en contact avec le citoyen ou la personne qui me regarde, de connaître son histoire, de connaître qu'est-ce qui lui plaît dans la danse, par exemple, ça me nourrit beaucoup. Alors, de cogner à la porte des gens, de dire « Bonjour, on a envie de vous présenter une danse », je pense que c'est très important. En matin, en semaine, les membres des 2 compagnies discutent du programme de la journée. Pendant 15 jours, les habitants du quartier sont invités à participer à diverses activités culturelles, dans la rue, dans leur salon ou dans des endroits publics. Entre autres, les artistes rendent visite à une club de femmes pour présenter une performance de danse participative pendant un dîner d'Halloween. Les réactions des spectatrices sont unanimement positives. Ce que vous faites, ça nous rend dans un monde meilleur. Le spectacle final des veillées se compose de la présentation des créations de semaines passées et de nouveaux éléments. Ainsi, les citoyens peuvent se voir comme partie intégrante de l'événement culturel. Pourtant, Marion Mercier, coordinatrice générale du Code Universel, a rencontré des problèmes de trouver des organismes qui voulaient participer. Elle constate que le concept contenait plusieurs imprévus. Pas si facile que ça quand même, parce que les gens n'ont pas l'habitude qu'on les appelle directement pour leur proposer de participer à un événement. En effet, la poursuite concrète n'est pas encore planifiée. Entre-temps, le spectacle final d'Éveillé est déjà passé et il est temps de faire le bilan. Marie se trouve maintenant à l'Hôtel de Ville de Beauport. Bonjour Marie. Oui, bonjour Mathieu. En effet, je suis ici avec Monsieur Jérémy Arnould, conseiller municipal à Beauport. Bonjour monsieur. Bonjour. Avez-vous reçu des réactions des habitantes et habitants de Beauport, des réactions positives, voire négatives par rapport au projet L'Éveillé? Oui, on a reçu des réactions des gens du milieu artistique, milieu communautaire aussi, qui nous ont parlé du projet, qui avaient vraiment aimé le projet. Alors, je pense que si on allait dans la rue aussi, qu'on allait rencontrer les gens qui ont participé au projet, les citoyens, ils auraient des très bons commentaires aussi. Je pense que ça a été très bien reçu par le milieu. Ouais. Alors, selon vous, est-ce que le projet peut mettre en relation la culture et la société de Beauport d'une manière durable? Bien, effectivement, écoutez, le projet a été fait sur support visuel. Il y a un film qui a été fait là-dessus. Alors, c'est plus que juste une représentation. Je pense que les gens ont apprécié ça. Puis, effectivement, on peut se servir de ça là, pour le présenter à des citoyens, des gens du secteur, mettre ça en valeur. Donc, effectivement, côté durabilité, je pense que c'est un projet qui aura une pérennité dans le temps, oui. Et avez-vous prévu soutenir financièrement un projet culturel pareil dans l'avenir proche? Bien, la Ville de Québec a toujours des subventions qui sont disponibles pour des projets artistiques communautaires aussi. Donc, à ce moment-là, les gens qui ont des projets comme ça, qui émanent du milieu, peuvent se présenter au développement économique, soumettre leur projet, puis demander si ça peut faire partie d'un programme de subvention. Alors oui, il y a toujours des subventions qui sont disponibles pour ça. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Bon, alors c'est un dossier à suivre. Merci, Marie. Oui, merci, Mathieu. Dans le monde du sport, la consommation de suppléments est de plus en plus populaire. Les entreprises qui en fabriquent nous vendent tous les mérites de leurs produits, mais quels sont les impacts sur la santé des consommateurs? Notre co-animateur Mathieu Denis a mené sa petite enquête. Joël est un étudiant en 2e année de technique policière. Il est très actif et c'est un passionné de l'entraînement en salle. Il s'entraîne depuis plus de 6 ans et le désir de se dépasser l'a amené à vouloir ajouter des suppléments alimentaires à son alimentation. Madame Catherine Lepage, nutritionniste à la clinique Équilibre Santé, nous précise ce que l'on entend par supplément alimentaire. C'est tout ce qui est des suppléments compléments, qui sont aussi appelés des aides ergogéniques, là, dans le fond, qui ne font pas partie des aliments puis des médicaments. Puis ils ne sont pas assujettis à la loi au règlement sur les aliments santé des drogues. Là. Ça peut être des poudres de protéines, des suppléments de vitamines, des acides aminés, créatine, etc. La question qu'on se pose aujourd'hui est: est-ce que la consommation de suppléments alimentaires peut comporter des risques pour la santé des gens? Le Centre canadien pour l'éthique dans le sport présente sur son site Internet des mises en garde adressées aux athlètes à l'égard de la consommation de suppléments alimentaires.
Si on pense au risque, ça serait la contamination des suppléments. Parce que dernièrement, justement, il y a une étude qui avait montré qu'il y avait beaucoup de suppléments qui étaient contaminés. Puis souvent, on va parler des substances qui sont dopantes, là. Une consommation de produits comme la poudre protéinée, ou communément appelée whey, peut avoir des effets néfastes sur la santé. J'ai déjà eu des cas de personnes qui m'ont témoigné, qui ont eu des problèmes, des surdoses rénales, des pierres aux reins, des choses comme ça, à cause qu'ils en ont trop pris. C'est des choses des risques comme ça qui peuvent arriver. Sachant les risques potentiels que la consommation peut comporter, est-ce que Alex et Catherine en recommandent tant à des athlètes qu'à des passionnés de l'activité physique comme Joël? Non, ce que j'ai recommandé, souvent les gens vont dire j'ai besoin de plus de protéines quand je m'entraîne. Je leur demande toujours d'abord dresser un portrait de leur alimentation dans une journée. Moi, personnellement, oui. J'en recommande, mais pas avant d'avoir fait des bonnes bases au niveau de l'alimentation. Pour conclure, afin de faire une consommation responsable de suppléments alimentaires, il vous suffit de consulter un spécialiste de l'activité physique et aussi de vous informer sur le produit dont vous pensez consommer. C'était Mathieu Denis, l'exemplaire à Québec. Très intéressant, Mathieu. Merci. Alors, à la météo, Marie, le temps froid semble bien installé. Oui, ici à Beauport, il fait présentement moins 15 degrés. On peut dire que l'hiver est arrivé. Pour les prochains jours, on aura droit à un mélange de soleil et de neige. Demain, on aura droit à une belle journée ensoleillée avec un maximum de moins 7 et un minimum de moins 19. Pour la fin de semaine, la neige sera présente samedi avec un maximum de 0 et un minimum de moins 20. Tandis que le temps froid reprendra de plus belle dimanche avec une température oscillant entre moins 11 et moins 20. Il faudra penser à s'habiller chaudement. Merci, Marie. Alors, c'est ce qui conclut cette édition du Téléjournal exemplaire. Merci, Mathieu. Merci, Laurence. À demain. Et merci à vous à la maison. Passez une belle journée et on se revoit demain à la même heure.